Salut à tous, ici Kit Charlemagne, Alexandre, et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Toujours improvisé, toujours pas de limite de temps, voilà, bref, freestyle total comme d'habitude. Du coup, ce qui implique forcément une certaine liberté de ton et d'opinion, complètement donc dans un principe édito, billet d'humeur, etc. Et je précise cette dimension puisque c'est un peu de ça dont il va s'agir dans ce podcast, de cette dimension-là qu'il va s'agir de défendre. Et parce qu'on va parler du coup de point de vue, on va parler de la notion de point de vue, de subjectivité, ce sujet m'a été inspiré, enfin m'est venu, en fait, en lisant des commentaires sur ma chaîne. Alors je précise immédiatement que ce ne sont pas les commentaires liés au podcast. C'est pas les commentaires sur mes vidéos, sur mes podcasts qui m'ont inspiré ça. Généralement d'ailleurs des commentaires dont je vous remercie qui sont très sympas, très encourageants, très positifs, voire intéressants, il y a de l'argumentation, tout ça. Et où j'ai eu l'agréable surprise justement de constater, mais bon, ça c'était dû aussi parce que généralement c'est des personnes qui me connaissent, mais qui avaient voilà qu'on comprenait ce que j'essayais de faire en fait, hein, voilà, qu'on comprenait la dimension subjective, arbitraire, côté point de vue de ce que je faisais. Mais je pense en fait à d'autres vidéos qui ont trouvé une audience un peu plus large, qui ont un peu mieux marché, peut-être parce que elles ont fait miroiter des choses à cause du titre que j'ai donné, un truc comme ça, ou de la façon dont je m'y suis pris, qui a attiré voilà, des personnes qui ne me connaissent pas et qui cherchaient quelque chose en particulier, qui n'ont pas toujours trouvé. Euh, Bref, donc voilà, c'est sur certains commentaires en fait de vidéos. Et puis pas seulement sur mes vidéos, en fait, en réalité, en général, hein, dans la vie de tous les jours, dans les médias, sur les réseaux sociaux, bien sûr. J'ai remarqué en fait un truc voilà qui me dérange depuis très longtemps, hein, mais voilà, ça n'en finit pas, c'est comment l'allergie à la notion de point de vue quasiment en fait, hein, l'allergie ou la perplexité, l'incompréhension devant euh, le point de vue d'autrui dans tout ce que ça peut avoir de personnel, de subjectif, d'arbitraire, et que comment l'appréciation d'une telle chose se perd peut-être ou c'est un petit peu perdu. Est-ce qu'on l'a eu un jour finalement? J'en sais rien. Peut-être que ça n'a jamais vraiment été à la mode. J'en doute quand même. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas aujourd'hui, ça passe moyennement. Alors, cette notion enfin cette allergie au point de vue, euh, finalement, elle s'inscrit logiquement dans son opposé en fait, hein, qui est flagrant aujourd'hui. C'est ces nouvelles obsessions pour l'objectivité, l'exhaustivité et la vérité. C'est les trois notions, je trouve, qui surnagent dans la quête pseudo-intellectuelle de beaucoup de gens, dans ce qu'ils ont l'air de rechercher dans des vidéos, dans des informations, dans leur rapport aux médias. Il y a une recherche d'objectivité, d'exhaustivité et de vérité. Alors d'aucuns diraient, attends, en même temps, heureusement, et surtout, ça fait du bien, parce qu'on est tellement saturé de points de vue sur les réseaux sociaux. Machin donne son avis, Bidule donne un autre avis, et puis c'est mon avis, mon avis, mon avis, moi je pense que, moi je pense que, moi je pense que heureusement qu'on a des contenus qui proposent un truc plus posé, plus objectif, qui prend un peu du dessus, le dessus, prend un peu de la hauteur, et qui vise à une certaine objectivité, etc. Il ne s'agit pas de toute façon de dire que ça ne sert à rien, que c'est complètement hors de propos, que c'est nul, et je vois très bien la réticence, le petit reproche. Et honnêtement, en plus, c'est vrai qu'on peut se dire, le sujet peut être un peu paradoxal. Euh, Déplorer que le point de vue disparaisse, s'efface, dans une époque où tout le monde enfin, n'a jamais autant donné son point de vue et n'a jamais autant les moyens de le faire sur les réseaux sociaux, on se dit, tiens donc. Mais justement, c'est là que je vais directement nuancer. Je ne vais pas m'attaquer là à la notion de point de vue dans le quotidien, dans chez Monsieur Madame Tout le Monde et dans les paroles échangées entre anonymes, au bistrot, sur les réseaux sociaux, où effectivement, c'est vrai, on passe notre temps à donner notre point de vue, on passe notre temps à dire moi je pense que, je pense que, je pense que, etc. Ça c'est vrai, effectivement, le point de vue est parfaitement intégré et justement connoté euh, à tout ce qui n'est pas rigoureux, intellectuel et intéressant. Oui, oui, c'est là que je commence à amener peut-être moi mon hypothèse, mon idée, mon observation. De plus en plus, à cause vraiment de la façon dont ça se passe,
la notion de point de vue, de subjectivité perd ses lettres de noblesse, perd toute noblesse, puisqu'on a associé maintenant le fait que quelqu'un donne son point de vue à quelqu'un qui ne sait pas quand il parle, il ne sait pas de quoi il parle, il n'a pas d'argument, il parle à l'emporte-pièce, souvent dans un contexte pas très sérieux ou rigoureux, les réseaux sociaux, etc. Et par opposition à cela se consolide la position du discours objectif et rationnel et comment organisé, exhaustif, etc. La recherche de vérité. On a toute la mode aussi des débunkages, le débunkage par opposition au complot, tout ça. On adore décortiquer la zététique et tout ce bordel là. Voilà, on adore opposer évidemment à tout cela, toute cette confusion, des outils rationnels, de recherche de vérité, d'exactitude. L'exactitude, c'est très important. Voilà. Alors, tout ça est une noble cause, et à sa raison d'être, mais on perd quelque chose au milieu, qui est dommage parce que ce sont des très beaux exercices pour moi et pour moi parmi ce qu'il y a de mieux. Eh bien, c'est la critique. La critique dans toute sa subjectivité. La critique dans ce qu'elle a de point de vue. Ce moment, en fait, on n'est ni dans le discours désorganisé, spontané, complètement farfelu et voilà, de l'anonyme sur un réseau social qui pose sa petite merde et qui s'en va. Et on n'est pas non plus dans cette espèce de scientifisation du discours où on est tous en train d'essayer d'argumenter en alignant des faits, des statistiques, il faut tout prouver avec des chiffres. Et il faut se fondre comme ça, il faut s'oublier soi-même dans une espèce d'exactitude, d'objectivité, etc. Au milieu de ce monde-là, il y a un monde tout aussi intellectuel qui est le monde du billet d'humeur, le monde du pamphlet. Le pamphlet, très important comme genre, moi j'adore, ça se perd. Le monde du pamphlet. Le monde de la critique. Alors justement, la critique en effet, qui n'est pas objective. La critique aussi, voilà, on dit une critique objective, une critique subjective. Alors la critique objective peut peut-être avoir sa raison d'être, ses motivations, tout ça, pourquoi pas. Mais la critique, de base, c'est tout sauf objectif. Une critique, c'est subjectif. La critique, la grande critique avec un grand C, la critique littéraire, la critique artistique, c'est le point de vue de quelqu'un sur une œuvre en fait, sur une œuvre artistique, et qui va nous donner sa vision, sa lecture, ce que lui il a vu. On va voir à travers ses yeux l'œuvre, soit pour nous montrer selon lui que c'est bien, soit pour nous montrer que c'est pas si bien que ça. Mais il va nous emmener dans une lecture, dans un point de vue. Il va pas se contenter de dire j'aime, j'aime pas. Il va pas se contenter d'aligner des plus et des moins. Il va nous emmener dans comment il a reçu le truc. Et ça lui appartient, parce que c'est sa sensibilité, c'est comment, à travers lui, ça transparaît. Et ça donne du coup des lectures, ce qu'on appelle la lecture de machin, la lecture de machin. Voici la lecture de Lolita selon machin. Et en fait, on a la lecture de quelqu'un. Et cette lecture peut être très intéressante parce qu'on n'avait pas du tout vu les choses comme ça, parce que là, on a une lecture très personnelle. Quelqu'un a interprété le texte, l'œuvre d'une façon très particulière. Et on avait besoin des yeux de quelqu'un d'autre, du sentiment de quelqu'un d'autre pour accéder à une telle lecture, parce que nous, on ne serait pas passé par là, on n'est pas passé par le même cheminement. Donc cet exercice est très important. Cette notion de critique subjective, la personne qui l'a est le mieux incarnée et le mieux théorisé, eh bien, écoutez, là, le hasard fait bien les choses, mais c'est Charles Baudelaire. C'est Baudelaire. Baudelaire qui pour moi, plus encore qu'un poète, est un grand philosophe, essayiste et critique d'art, qui a écrit les Salons, Salon 1845, Salon 1846, Salon 1855, donc les salons qui étaient des expositions en fait, où chaque année on présentait un peu les nouveautés en peinture, il y avait des salons, et en fait des journalistes ou des artistes étaient chargés d'aller faire une petite visite et puis de donner un peu leurs sentiments sur les tableaux qu'il faut voir, les tableaux qui sont bien, moins bien, et c'est l'occasion, quand on avait du talent, eh bien de faire un peu de théorie esthétique, théorie un peu artistique, qu'est-ce qu'un bon tableau, qu'est-ce qu'un mauvais tableau, qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui n'est pas à la mode, etc., etc., et de faire des réflexions esthétiques, tout ça. Et Baudelaire, dans ses salons, dans ses différents articles critiques qui sont tous excellents, moi j'adore, parce qu'on est vraiment dans sa vision des choses, il y a une vraie subjectivité assumée, et en même temps c'est brillant, c'est vachement bien développé, c'est très bien expliqué, et c'est éloquent, et puis c'est une critique d'humeur, mais en même temps il y a beaucoup de théories, il y a de très grandes théories esthétiques. La fameuse phrase l'imagination, la reine des facultés, c'est une phrase qui vient du salon de 1855, où Baudelaire justement est dans l'exposition universelle, tout ça, ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche, et donc il y a beaucoup de choses autour du progrès qui se passent dans cette exposition, et comme lui détestait le progrès, voilà, déjà il y a tout un développement autour du progrès, mais en plus voilà, il s'intéresse à l'imagination, et ça ce sont des développements, des digressions intellectuelles qui s'inscrivent dans un discours critique. Donc là on a vraiment le point de vue de quelqu'un, mais un point de vue qui est construit et argumenté, c'est là aussi que c'est important. Quand je vais parler de point de vue dans ce podcast, je vais faire tout le contraire, je vais prôner tout le contraire du point de vue tel qu'il s'illustre sur Twitter.
qui est un point de vue qui n'est pas argumenté. Comment le saurait-il puisqu'on a 280 caractères? Comment voulez-vous argumenter sur 280 caractères? Vous avez à peine la place d'expliquer votre point de vue. Donc, point de vue, oui, mais à une condition, un point de vue argumenté. Et certains me diront, bah attends, du coup, si un point de vue est argumenté, tu essaies de l'objectiver et tu essaies du coup, de démontrer ce que tu dis, que c'est universel ou que c'est rationnel, etc. Et non, c'est pas vrai. L'argumenter, c'est simplement expliquer votre cheminement, d'où ça vous vient. Et en expliquant comment vous est venu ce raisonnement, en déroulant un petit peu votre pensée, votre sentiment, vous le fondez en quelque sorte. Mais en aucun cas, ça va le rendre objectif. Ça va juste aider les autres à entrer dans votre subjectivité. Parce que c'est sûr que si vous dites certains points de vue très personnels sans rien expliquer, ça peut avoir un effet donc, de paradoxe, c'est-à-dire que ça va aller contre la doxa, ça va choquer, surprendre, hein, c'est là qu'on va faire de la provocation, tout ça. Mais les gens ne comprennent pas comment vous en êtes arrivé là. Et en fait, là, juste le but, c'est de montrer comment vous en êtes arrivé à cette idée, à cette sensation. Donc là, vous argumentez votre point de vue. Mais en aucun cas, c'est des preuves factuelles, scientifiques, que c'est la vérité, que c'est ça. On n'est pas du tout dans la vérité là. On est dans l'argumentation. Baudelaire argumente dans ses critiques. Et Baudelaire a cette phrase restée célèbre sur ce que doit être la critique dans ses écrits. Il disait, la critique, c'est le point de vue le plus personnel qui soit, et elle doit être écrite complètement d'un point de vue partial, passionné, politique. C'était les 3 termes de Baudelaire. Partial, passionné, politique. Donc vous voyez qu'on est très loin de l'objectivité et de la non-polémique. La critique, au contraire, se place partialement. C'est ma critique, c'est mon avis. Si vous voulez donner votre avis, donnez-le et argumentez-le. Moi, là, je vous emmène dans ma vision des choses, ma sensibilité, mon ressenti. Ça vous plaît pas. Vous comprenez pas. Mais je vous emmène dans mon monde, là, dans mon interprétation de la chose, dans mon point de vue. Passionné, vous voyez, la passion, en plus ça va très loin parce qu'en fait on sort carrément de la partialité, on va carrément dans la passion. Donc la personne va carrément y mettre ses émotions, ses affects, tout ce qui lui tient à cœur, etc. Et politique carrément. Donc, vous voyez, il y a une politisation éventuelle de la critique, hein, qui va prendre position politiquement au sens très large en fait, hein, sur un plan idéologique, dans la cité, par rapport à des prises de position, des convictions, etc. Donc on est dans tout le contraire d'une critique feutrée, complètement aseptisée, bien ordonnée, etc. Voilà. Donc moi, c'est un truc auquel j'ai toujours adhéré. C'est un truc que j'ai toujours aimé à la fois faire et voir ou lire. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs qui étaient adeptes de ça. Monsieur Ancel, Yvan Ancel, d'ailleurs, c'est lui qui m'a appris à la base cette phrase de Baudelaire avant que je la lise moi-même dans l'œuvre de Baudelaire. Il me la disait souvent parce que lui, il adore cette remarque et Yvan Ancel croit en cela. Yvan Ancel croit beaucoup en cette critique partiale, passionnée, politique. Pour lui, c'est la seule qui vaille. Et Monsieur Ancel est toujours à la recherche d'un point de vue. Et c'est tout à fait juste. Moi, je trouve que vraiment, ça touche au vrai. Et donc, c'est là que je rembraye sur mon sujet. Eh bien, les commentaires que je peux voir, alors ça peut être sur les réseaux sociaux, en général, dans la vie, sur les émissions de télé qui passent, dès qu'on s'attaque à des sujets comme ça, un petit peu de société, un petit peu intellectuelle et tout, et en l'occurrence, dans certaines de mes vidéos, les commentaires que je reçois parfois témoignent clairement de l'incompréhension de ce que c'est qu'un point de vue, et si ce n'est pas de l'incompréhension, en tout cas, du rejet d'un point de vue. Et là, je dis pas rejet, genre je n'aime pas ton point de vue, ce qui est là l'appréciation de chacun, hein. Un point de vue, justement, ça se conteste. Mais non, là, on conteste l'idée même quasiment de donner un point de vue. En fait, on ne comprend même pas la notion de point de vue inhérente à cette vidéo. Ça m'est arrivé sur plusieurs vidéos, y compris les plus triviales en fait, hein. Là, l'exemple qui me vient comme ça, c'est pas le plus intéressant, mais celui qui me vient, sur la vidéo de ma DVD Tech. D'ailleurs, dont le succès me surprend, entre guillemets, c'est comme une vidéo qui fait 4000 vues. Pour aller jusqu'au bout de la vexation, c'est donc comment. C'est 5 fois ce qu'a fait Baudelaire Manson. C'est-à-dire que j'ai fait Baudelaire Manson, qui me tient à cœur, qui est vraiment personnel, qui est une façon d'expliquer l'aspect rock'n'roll de Baudelaire. J'ai bossé le truc, j'ai fait des clips. Enfin, bref, ça c'est une vidéo vraiment dont je suis fier, qui me tient à cœur. Elle peine à atteindre, au bout de 5 ans, 900 vues. J'ai fait une vidéo sur ma DVD Tech à la base. J'ai dit, bon, je fais ça pour les Happy Few, parce qu'à l'époque, je faisais le Talk Club. Je dis pour les curieux qui veulent savoir ce que j'ai à ma DVD Tech, ils la voient toujours derrière moi. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Mais il n'y a que les gens qui me connaissent que ça intéressera. On s'en fout de la DVD Tech de Tartampion. Vous connaissez pas le mec, vous en a foutu de ce qu'il y a comme DVD chez lui. Vous êtes intéressé par
des DVD qu'a votre ami quand vous allez chez lui, vous regardez un petit peu ce qu'il a, par la personne que vous convoitez, par à la rigueur, voilà, le streamer que vous aimez bien, vous êtes curieux de voir ce qu'il aime comme film. Donc moi j'avais fait à la base ces vidéos là pour un public un peu confidentiel, vraiment pour là pour le coup vraiment pour les Happy Few. Et ces vidéos se retrouvent à 4000, 5000 vues au bout de 5 ans. Alors c'est pas gigantesque, mais je suis quand même stupéfait que ces vidéos soient autant vues. Il y a plein de gens que je connais absolument pas qui commentent dessus, qui la regardent. Et je me dis, mais à quel moment tu regardes des collections de DVD de gens que tu connais pas? Alors est-ce que tu cherches des idées, des suggestions? J'en sais rien, mais c'est vrai que c'est particulier parce que tu ne peux pas rattacher cette collection à quelqu'un dont tu respectes spécialement la vie ou que tu apprécies puisque tu ne connais pas la personne. Donc c'est très étrange. Bref. Et bah, les commentaires justement peut-être expliquent en partie ce qui était recherché à la base dans ces vidéos-là et le bug en fait, le hiatus qu'il y a. Puisque beaucoup de commentaires, pas tous, hein, mais que j'ai sur ces vidéos, sur ces vidéos-là par exemple, c'est des commentaires du type il manque ça, tu n'as pas cité ça, pourquoi il n'y a pas ça, DVD tech très incomplète, il manque ça, 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 ça et ça. Pourquoi tu dis ça sur machin, mais ça va pas te dire ça machin. Et donc, en fait, c'est comment le fait de demander comme ça, vraiment, même pas bonjour, rien, pas un autre commentaire, mais dire pourquoi il n'y a pas ça, c'est quasiment déjà de base une incompréhension totale de l'exercice que j'ai fait avec cette vidéo-là. La vidéo s'appelle Ma DVD Tech. Ma DVD Tech. Et ces reproches, comme quoi il manquerait tel titre ou tel titre, qui manifestement a l'air de tenir à cœur aux commentateurs, sinon il ne le mentionnerait pas, révèlent deux choses. Déjà, ils ne font pas attention au nota bene de base de la vidéo qui est évident. À l'époque, je précise, ma DVD Tech n'est pas achevée. Elle est encore en construction, puisqu'il y a encore des choses que je n'ai pas vues, il y a encore des choses que j'ai vues mais que je n'ai pas encore pu me procurer. C'était une photographie de ma DVD Tech à un moment précis. Donc déjà, en plus, ça, je le précise, je le dis, donc s'il manque quelque chose, c'est pas la peine de venir me dire, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Qu'est-ce que vous en savez qu'il le manque? Est-ce que vraiment je le veux? Et si je le veux, peut-être que je l'ai juste pas encore, j'ai pas encore mis la main dessus. Bref, c'est une photographie. Effectivement, ma DVD Tech, elle a augmenté depuis, donc elle a évolué. Donc aujourd'hui, il y a des choses qu'on m'a dit qu'il manquait, qui ne manqueraient plus. Et même, il y a des choses qui continueront de manquer. Et alors? Donc déjà, il y avait pourtant cet avertissement qui est pourtant clair. C'est une collection en construction. Ok. Mais quand bien même, ces DVD Tech auraient été celles d'une construction achevée. Où là, j'estime que moi, il y a tout là, ce qu'il me faut, ce qui m'intéresse. Il ne manque rien. Il faudrait que t'aies. Ouais, machin, il te manque ça, mais il me manque que dalle. C'est ma DVD Tech, c'est pas la tienne. C'est le contrat de la vidéo. C'est une vidéo de point de vue, une vidéo partiale, passionnée, politique. Je prends position, c'est ma DVD Tech. Une DVD Tech, une bibliothèque, une CD Tech, votre collection, ça parle de vous. C'est votre collection, c'est votre bibliothèque, c'est votre DVD Tech. C'est un point de vue. C'est un point de vue que vous posez sur la culture. Votre point de vue sur la culture vous a fait préférer telle œuvre à telle autre, vous a fait préférer posséder telle œuvre plutôt que telle autre, ignorer l'une et favoriser l'autre. Ce que vous ignorez effectivement est révélateur aussi de vos goûts, autant que ce que vous avez. Et donc, une bibliothèque est un point de vue, une DVD Tech est un point de vue, une CD Tech est un point de vue. Vous portez un point de vue sur un art où vous ne pouvez pas, par définition, tout aimer, tout apprécier, tout vouloir et tout avoir. Même une médiathèque n'a pas tout. Alors, imaginez bien qu'un particulier, et j'ai eu des commentaires aberrants, genre en dessous de 1000, c'est pas une collection. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, effectivement, si le but c'est d'avoir un fond type médiathèque et d'être exhaustif, encore une fois, l'obsession de l'exhaustivité, oui, en effet, en dessous de 1000 DVD, c'est un peu léger vu le nombre de films qui existent sur Terre. Mais à quel moment j'ai parlé de collection? Est-ce que vous prenez pour un conservateur de musée ou quoi? C'est ma DVD Tech. Donc, c'est une sélection, par définition. Et justement, le côté sélectif, c'est ça qui fait le plaisir de la chose. C'est une sélection. C'est un petit cocon qu'on se construit. Euh, et c'est vraiment incroyable, en fait, ce message a l'air de pas être... Enfin, la démarche a pas l'air d'être comprise, en fait, comme si c'était pas concevable. On attend, voilà, il faudra couvrir tout, il faudra avoir l'exhaustivité. Je me souviens, moi aussi, quand on m'a fait une remarque un jour, parce qu'en fait, j'ironisais sur les gens qui ont des animaux de compagnie, tout ça, et qui en font un critère pour être quelqu'un apparemment digne de confiance et digne d'estime. Hein, voilà, c'est bien connu, on peut faire confiance qu'aux gens qui ont des plantes et des animaux parce que eux, ils savent s'occuper des autres. Les autres, hein, bien sûr, ce sont des êtres égoïstes et sinistres, on ne peut pas leur faire confiance. Et donc, j'avais dit en fait comment que sur les applis de rencontre que j'avais testées, dans la partie bio, on vous demande si vous avez des pets, hein, des animaux de compagnie.
En animaux de compagnie, j'avais mis 400 livres. Voilà. Et j'étais content de ma petite blague, hein, animaux de compagnie, 400 livres. C'est pas plus bête qu'avoir des plantes ou des animaux, moi je trouve, hein. Pas plus inutile, hein. Euh, et tout ce que les personnes qui étaient autour de moi à ce moment-là ont trouvé à me dire, c'est: Attends, t'as que 400 livres? Oh là là, mais moi j'en ai carrément beaucoup plus et tout. Alors, cette remarque m'a inspiré deux choses, bah, même trois choses. Déjà, un, c'est pas un concours. J'ai pas dit 400 livres pour me la péter sur le chiffre 400. J'ai dit 400 livres parce que j'aurais pu en avoir que 25. Je trouvais ça marrant de dire comme animaux de compagnie que j'avais des livres. Voilà, bon, déjà. Donc, déjà, c'est pas un concours. Et deux, ce que ça m'a inspiré aussi, c'est d'accord, ok, c'est bien, t'as peut-être toi 1200 livres, 1500 livres, 2000 livres, mais c'est quoi tes livres? Montre-les-moi. Parce que dans ce cas, on va aller en mode de point de vue et en mode de jugement. Mais moi, j'ai peut-être que, entre guillemets, 400 livres. Mais bon, je peux quand même dire que c'est pas 400 livres de merde. Mes goûts font que, quand même, voilà, forcément, mes goûts me portant plutôt à la littérature classique, à la grande littérature. Les 400 livres que j'ai, ça part de la Bible et l'Iliade d'Homère, et ça va jusqu'à Belle du Seigneur d'Albert Cohen, Breakfast at Tiffany's de Capote, bref, Gabriel Garcia Marquez, etc. Enfin bref, jusqu'à même des classiques étrangers, tout ça. Et tout ça en passant par tout ce qui s'est fait de principal en littérature classique française, en littérature courtoise du Moyen Âge, en littérature latine, 18e siècle, 19e. Mais je veux dire, voilà, ça c'est que la littérature. Il y a toute la bibliothèque concernant les sciences humaines, l'art, l'histoire de l'art, l'histoire de la littérature, l'histoire des idées, la philosophie, la psychologie. Bref, ces 400 bouquins dont je suis particulièrement fier, qui ne sont pas là par hasard, qui sont des choses qui me tiennent à cœur, déjà que j'aime, avant tout ça qui compte, c'est avant tout que j'aime, au-delà de leur valeur intrinsèque, mais en plus, effectivement, je sais que ces textes ont une valeur intrinsèque, quasiment objective, si vous voulez l'objectivité, en voilà. Ils ont une importance dans l'histoire, ils n'ont pas une valeur que pour moi, donc c'est bien d'avoir 1200, 3000 livres ou je sais pas quoi, mais c'est quoi comme livre? Parce que si c'est de la littérature merdique, bah là, attention, moi je respecte du coup le point de vue. Ce qui est bien, c'est important, c'est le point de vue. Ce sont 3000 livres pour toi, mais c'est 3000 livres qui te tiennent à cœur à toi, et voilà ta vision des choses. Mais voilà, on est d'accord que ça se passe pas qu'au niveau des chiffres. Et en plus, moi je ferais le raisonnement inverse du mec dans les commentaires quand il dit ouais, en dessous de 1000 c'est pas une collection. Ouais, d'accord, ça dépend comment t'entends ça. Moi je trouve que au-dessus d'un certain chiffre, quand on tombe dans des trucs genre 2000, 3000, 4000, des trucs absolument dingues, là je trouve que justement on sort du point de vue. Par définition, plus vous avez de choses, plus vous perdez une cohérence ou un point de vue. Moi je trouve déjà que les 400 c'est énorme. Parfois quand je dis 400, mais ça va très vite aussi, il faut le dire, ça va très très vite. Mais moi honnêtement, si ça pouvait rester comme ça, ce serait bien parce que ça, à ce stade-là, c'est encore un point de vue. Ma bibliothèque et ma DVDTech sont encore des points de vue. Sur tout ce qui s'est fait, avoir que 400, 500 films ou livres, c'est encore un échantillon. Mais quand on commence à entrer dans des chiffres trop grands, trop astronomiques, on sort du point de vue. On commence à quitter une sélection très personnelle et on commence à aller vers quelque chose qui vise à l'exhaustivité où on a tout en fait. Et si on a tout, qu'est-ce qu'on est du coup, hein? Toujours les critères d'Alceste, hein, aimer tout le monde, c'est n'aimer personne. Et voilà, donc il y a cette notion comme ça, voilà, de, de qualité-quantité, hein, et voilà, une notion de collection qui est très importante, de partialité. Je fais du partial volontaire, je n'ai jamais visé à avoir la bibliothèque la plus exhaustive du monde. Moi, je veux pas toutes les œuvres du monde. Il y a des choses qui ne sont jamais arrivées juste dans ma bibliothèque jusqu'à très récemment, parce que jusqu'à maintenant, je n'avais juste pas vu l'utilité. Moi, Proust n'était encore pas dans ma bibliothèque il y a encore quelques mois. Proust, on va dire, attends, pour toi qui aimes la littérature classique française, etc. Oui, mais j'ai jamais visé à tout avoir. J'ai les choses qui m'intéressent. Il se trouve que beaucoup de choses en littérature classique française m'ont intéressé, et du coup, la collection s'est faite ainsi et est assez exhaustive. Mais ce n'est pas un objectif. La preuve, je me suis très bien passé de Proust pendant des années, je peux vous dire qu'il ne me manquait absolument pas. Pour peu, j'avais presque une fierté mal placée à me dire tiens, j'ai pas Proust, j'arrive à esquiver celui-là. Il se trouve que des choses chez Proust ont fini par m'intéresser, dont j'avais besoin. Je me suis procuré les livres, et maintenant ils sont dans ma bibliothèque qui maintenant contient Proust et qui ajoute effectivement au côté très complet de la collection classique et tout, mais il me manque encore beaucoup de choses, voilà, et volontairement, des choses que j'ignore très volontairement. Et donc j'ai pas les choses pour les avoir. Moi, mes livres, ils sont pas là pour faire joli, pour faire bien, bon genre, frimeur ou cultivé. Ils sont là pour que je les lise et je les ai lus. Moi, j'ai lu peut-être 60% de ma bibliothèque. Hein, ce n'est 70. Hein, j'ai vraiment, j'ai quasiment tout lu. Il me reste encore beaucoup de choses à lire, heureusement.
Mais moi, j'ai lu bien facilement 60-65% de ma bibliothèque, et si ce n'est 70. Je l'ai lu ma bibliothèque, je l'ai lu, et je suis encore en train de la lire, je suis en train de la... Voilà, et je vais la finir. J'aurais lu ma bibliothèque, moi. Hein, c'est pas là pour faire joli. Donc, ma DVD-tech, c'est pareil. Moi, les films que j'ai en bibliothèque, je les ai tous vus, je les revois avec plaisir, ils sont importants pour moi, je les ai parce que j'ai envie de les avoir. Ils sont pas là pour satisfaire un fantasme d'exhaustivité, d'absolu, de tout avoir, et d'avoir l'espèce de collection objective de ce qu'il faut avoir pour être quelqu'un de cinéphile ou de littéraire. C'est un point de vue que je porte sur un art. Voilà mon point de vue sur le cinéma, voilà ce qui moi m'a touché, et la façon dont je me sens de l'organiser qui me correspond, et voilà ce qui m'a touché en littérature, ce qui m'intéresse, et voilà. Donc là c'était l'exemple, j'ai fait un long détour par la DVD-tech et la bibliothèque, mais comment ça se révèle aussi par exemple par le succès d'autres vidéos. C'est quand même révélateur que les vidéos qui ont le plus de succès sur ma chaîne soient les vidéos du Père Goriot. J'y reviens toujours. Alors, l'explication principale, c'est évidemment que ce sont des vidéos qui ont fait l'erreur monumentale, j'ai fait l'erreur monumentale de résumer le livre. Donc évidemment, forcément, ça a attiré tous les tirs au flanc, tous les cancres, tous ces paincus qui cherchent que des résumés faciles, et voilà, comme ça, qui veulent pas aller bosser leur examen, veulent pas lire le bouquin, et veulent avoir la bonne note facile, donc ils viennent chercher un résumé tout fait, tout prêt, au micro-ondes, et c'est gagné. Je les salue bien bas. Donc, bien sûr, c'est la dimension résumée, mais pas que. Parce que j'aurais pu résumer et intercaler mon point de vue dans ces vidéos-là. Davantage exprimer mon point de vue, faire beaucoup plus d'apartés où je donne mon avis, je donne mon ressenti, etc., mon interprétation. Ce que je ne fais pas. Sur des vidéos où je suis resté platement dans la paraphrase du livre, vraiment à répéter ce que raconte le livre, en étant vraiment très proche de l'intrigue, hein, en m'éloignant pas trop, en plus en illustrant avec le film, etc. Et ça, forcément, ça a plu. Parce que c'est génial, le mec ne donne pas son point de vue. On n'a même pas mon point de vue pour encombrer la vidéo. Et je peux vous dire que j'aurais donné mon point de vue, je me serais fait... D'ailleurs, la preuve, je me serais fait allumer. Les seuls commentaires négatifs que j'ai reçus sur ces vidéos, c'est sur l'introduction, la partie, ça s'invente pas où je donne plus mon avis, mon point de vue, et où j'ai donné justement mon point de vue à des moments. Par exemple, quand je... Et en plus, des choses qui passent au passant, hein, quand je fais un petit commentaire sur la religion, etc. Ah bah ça, ils m'ont supprimé des commentaires, des gens outrés qui ont cru que j'insultais les chrétiens, les catholiques, alors que c'est pas du tout ça, c'est une phrase en passant, etc. Mais vous voyez, dès l'instant où mon point de vue émerge dans ces vidéos-là, ça coince, je me fais allumer en commentaire, on me reproche d'avoir donné mon avis, limite, hein, je n'avais pas donné mon avis. J'étais là pour délivrer un savoir froid, objectif, rationnel, que les gens viennent se servir. Et gare à moi si je m'avise de donner un point de vue, un ressenti personnel, je sors de mon rôle, limite, hein, j'embête les gens avec ça et on n'en voit pas l'intérêt. Il y a une phrase qui me vient très souvent, parce que souvent ça m'est inspiré par ce qu'on me renvoyait, en fait, l'image qu'on me renvoyait de moi par rapport à ce que je fais, etc. Mais I'm not your fucking Wikipédia. Souvent je le dis en anglais, mais voilà, not your fucking Wikipédia. Je suis pas votre putain de Wikipédia, je suis pas votre encyclopédie, moi. Parce qu'effectivement, s'il y a un genre de texte où l'objectivité, la neutralité et la rationalité sont en effet de mise pour transmettre la connaissance, c'est en effet l'encyclopédie. Et encore, et encore, et encore, je précise, tel qu'on se la représente maintenant. Parce que, rappelons que la toute première encyclopédie, hein, la fameuse encyclopédie de Diderot, d'Alembert, etc., les Lumières, c'est une encyclopédie partiale. Bien sûr qu'elle délivrait un savoir en partie objectif, rationnel, etc., mais si vous lisez les articles de l'encyclopédie, si vous n'en avez jamais lu, je vous les conseille, certains sont très très bons, ce sont des articles avec des points de vue. Et d'ailleurs, les gars s'engueulaient entre eux pour ça. Rappelons que la lettre de Rousseau à d'Alembert, leur prise de tête sur le théâtre, c'est parce que d'Alembert a parlé de Genève et que dans son article sur Genève, il explique comment qu'il faudrait des théâtres à Genève, etc., plus de théâtres, et que Rousseau, ça l'a indigné, puisque Rousseau ne veut pas de théâtre. Bref, voilà, c'est les prises d'opposition de Rousseau. Il trouve que ça corrompt les mœurs et tout. Et vous voyez, il a donné un point de vue là d'Alembert. Et en fait, c'est plus amusant à lire qu'on ne croit, l'encyclopédie des Lumières, parce qu'en fait, l'encyclopédie des Lumières, c'est des articles écrits par des gens, des Lumières, qui réfléchissent, qui donnent leur point de vue, qui philosophent. Ils sont pas là en train de délivrer un savoir, c'est pas non masculin, machin, etc., complètement neutre. Donc l'encyclopédie, en plus, voilà, à la base, c'est même pas un texte neutre. Mais bon, il se trouve qu'en effet, depuis, évidemment, on a aussi les dictionnaires, tout ça, et que l'encyclopédie s'est plus rapproché des méthodes de dictionnaire, et qu'aujourd'hui, la fameuse encyclopédie universaliste, tout ça et tout, ce sont des choses en effet plus objectives, et c'est bien. Franchement, même Wikipédia, hein, il a des règles assez strictes, Wikipédia, il faut pas donner son point de vue, il faut argumenter, il faut montrer ses exemples et tout, ses citations, et c'est très bien. Honnêtement, on a besoin de textes comme ça. Moi, je trouve ça hyper chiant à écrire et à lire. Donc, on en a besoin, parce que de temps en temps, on a besoin vraiment d'un fait.
Mais clairement, c'est pas une littérature passionnante, entre guillemets, c'est pas de la littérature d'ailleurs. C'est des informations. Il en faut, il faut bien des gens pour les écrire, il faut bien des gens, voilà, il faut bien les lire de temps en temps, et il nous faut ces textes-là, donc c'est très bien, ça a sa raison d'être. Mais pour moi, c'est à sa place dans un coin, et ce n'est pas quelque chose de stimulant en termes créatifs et à rechercher outre mesure, à faire ou à regarder. Parce que c'est quand même un petit peu froid et plat. Donc encore une fois, c'est bien pour la culture G, pour se mettre d'abord des notions de base sur des choses, mais très vite, la notion de point de vue doit intervenir en fait pour colorer tout ça, pour y investir un petit peu des opinions, investir des convictions, investir un ressenti. Donc voilà, il y a d'un côté les textes encyclopédiques et le reste. Et donc moi, je ne suis pas une putain d'encyclopédie et je ne recherche pas d'encyclopédie. Je suis pas là pour délivrer des résumés froids, rationnels, objectifs, plagiables des œuvres littéraires que je vais lire à votre place et vous balancer comme ça en les teintant le moins possible de mon point de vue, en les rendant le plus neutre possible pour qu'évidemment ce soit exploitable. Parce que non, ça pose un problème aux gens. Si je délivre des résumés d'œuvres qui portent mon point de vue, elles perdent de leur objectivité et elles sont moins exploitables à recracher en société, puisque vous allez devoir non seulement recracher le résumé, mais en plus un point de vue qui n'est pas le vôtre. Alors que si vous prenez un résumé froid, après vous pouvez vous l'approprier, etc. Vous pouvez le balancer tel quel, vous êtes dans la vérité. C'est normal que tu soutiennes ça. Tu es un étudiant de première année, tu viens de finir le livre d'un petit historien marxiste, Pete Garrison probablement, et tu resteras convaincu jusqu'à ce que dans un mois tu lises James Lemon. Et là, tu soutiendras que l'économie en Virginie et en Pennsylvanie était animée d'un esprit d'entreprise tout à fait capitaliste, déjà en 1740. Et ça durera jusqu'à ce que l'an prochain, tu régurgites Gordon Wood et ses opinions sur la pré-révolution et son utopie et les effets bénéfiques au capital de toute mobilisation. Je ne pense pas que je le ferai parce que Wood a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions. Wood a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions sociales fondées sur la fortune, en particulier la fortune héritée. Tu as lu ça dans Vickers? Travail dans le comté des sexes, page 98. Ouais, je l'ai lu aussi. T'allais nous régurgiter tous les bouquins, tu n'as pas une idée personnelle sur le sujet? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Ce qui est triste pour un type comme toi, c'est que dans 50 ans, tu vas commencer à penser par toi-même et tu vas découvrir le fait qu'il y a deux certitudes dans ta vie. Primo, t'es pas fait pour penser. Et deuxio, tu as paumé 150 000 $ pour un enseignement que tu aurais trouvé pour 1,50 $ d'amende de retard à la bibliothèque municipale. Oui, mais moi j'aurai mon diplôme. Et tu serviras à mes gosses des frites dans un drive-in quand je les emmènerai skier à la montagne. Oui, peut-être. Mais au moins, j'aurai ma personnalité. Et non, moi je suis pas là pour délivrer des résumés de bouquins que les gens sont pas foutus de lire. Je suis là pour donner mon ressenti sur des bouquins que moi j'ai lus. Et je m'épargne l'aspect résumé parce que je ne vais pas résumer un bouquin voilà, que moi je connais par cœur et les autres ont qu'à le lire pour savoir ce qui se passe dedans. Et par contre, ce qui va m'intéresser, c'est de donner un point de vue, un ressenti dedans qui éventuellement donnera envie d'aller le lire. Vous voyez un peu là, c'est l'autre sens, donnera envie d'aller le lire. Et c'est ça le problème de la vidéo sur le Père Goriot. Elle ne donne pas envie de lire le bouquin puisqu'elle délivre le contenu du livre et elle se contente en fait de balancer le résumé à des cancres. Donc elle est ratée de A à Z cette vidéo. Cette série de vidéos, c'est une catastrophe. C'est exactement comme ce qui est dit dans Will Hunting en fait, à plusieurs reprises, aussi bien par Sean, joué par Williams, que par Will lui-même, au bout d'un moment, joué par Matt Damon. C'est que il n'y a rien que quelqu'un puisse nous dire objectivement qu'on puisse lire ailleurs dans un livre au sens encyclopédique, dans une encyclopédie, dans un article. On n'a rien à apprendre des gens sur le plan factuel et rationnel, puisque pour ça, on a des sources, on a des articles, etc. Ce qu'on a à apprendre des gens, c'est tout ce qui est du domaine de leur point de vue, de leur sensibilité personnelle. Là, il y a une plus-value. Là, c'est eux dont ça parle. Et là, on apprend des choses. Là, des choses qu'on ne peut apprendre que d'eux. Que d'eux. Et non pas qu'on pourrait apprendre de n'importe qui du moment qu'il a lu le bon article, la bonne encyclopédie, quoi. C'est toute la nuance. Personnellement, j'en ai vraiment rien à foutre de tout ça, parce que je vais te dire, je n'ai rien à apprendre de toi que je ne lirai pas dans n'importe quel bouquin. À moins que tu veuilles me parler de toi, de qui tu es. Là, ça m'intéresse. Là, je suis à toi. Un autre aspect, du coup, qui montre en fait l'incompréhension totale de nos jours du point de vue, dans les ouvrages ou dans ça peut être, enfin, les textes, les vidéos, comme ça, de contenu plus ou moins intellectuel, on a l'impression en fait, que les personnes se sentent agressées immédiatement dès qu'on donne un point de vue, une opinion, et elles se sentent agressées parce qu'elles ne peuvent pas s'empêcher d'y voir, d'y ressentir une prescription
ou une ordonnance. Comme si, quand vous parliez en votre nom, sous-entendu, vous étiez en train de parler au nom de l'humanité et de ce que les gens devaient aimer ou faire. Donc moi, si je donne mon point de vue sur une œuvre, sur un personnage, sur un fait, mon point de vue va être ressenti comme tellement oppressant ou oppressif ou invasif, etc., que immédiatement, on va croire que c'est une façon pour moi d'imposer ce point de vue et de le présenter comme prescription. On a souvent parlé de ça avec mon camarade Wilson du Salon 111, puisque, entre autres sur un sujet, lui, ça l'a souvent frappé, les fois on lui a demandé quel était son genre de femme. C'est une question extrêmement personnelle quand même. Quel est ton genre de femme? En plus, normalement, c'est dans la question. Quel est ton genre de femme? On ne dit pas quelle doit être la femme. Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que doit être une femme? Qui serait une formule là, bon, un peu absolue, objective et une question hors de propos. On demande quel est ton genre de femme. Pourtant, la question est quand même implicitement très partiale. Eh bien, Wilson m'expliquait souvent, et c'est vrai que moi aussi je l'ai vécu, hein, je pense qu'on a tellement à le vivre, mais que quand il répondait à cette question, si par malheur son point de vue, ce qui n'est que son point de vue, enfin voilà, quel que soit son point de vue en fait d'ailleurs, c'est pas si par malheur, quel que soit son point de vue, la personne recevait ça comme s'il venait de donner son absolu de la femme, qu'il devait en fait de dire ce que doit être une femme. On lui pose la question quel est ton genre de femme, il répond voici mon genre de femme, mais la personne en face s'indigne ou réagit comme si il venait d'écrire dans les tables de la loi voilà ce que doit être une femme. Jamais il n'a dit ça. Jamais il n'a dit ce que doit être une femme. Dans l'absolu, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Il vient d'expliquer ce qui lui le touche chez une femme. Eh bien, il me dit qu'il a souvent rencontré en fait, des réactions extrêmement hostiles à sa réponse sur ce sujet-là, parce que les personnes immédiatement se sont senties agressées par son point de vue, parce que souvent elles ne rencontraient pas le leur, et qu'au lieu de se dire ah oui, voilà, c'est son point de vue, après tout ce que je lui ai demandé, elles spéculaient, elles extrapolaient jusqu'à dire ah oui d'accord, donc c'est ça en fait ta vision de la femme. Toi, en fait, pour toi, une femme ça doit être ça. Mais jamais j'ai dit qu'une femme ça doit être ça. Une femme ça doit être rien du tout. J'ai jamais dit qu'une femme ça doit être ça. J'ai dit, tu me demandes quel est mon genre de femme, je te dis voilà quel est mon genre de femme. Mais mon genre de femme n'est pas ton genre de femme ou le genre de femme d'un autre. C'est mon genre. Tu me demandes, je te donne ma réponse. Elle est partiale. Je suis pas en train de donner une ordonnance planétaire, une table de loi sur ce que doit être une femme. Mais non, c'est ce que les gens entendent immédiatement. Quand tu dis un truc, ton point de vue n'a pas le droit de rester un point de vue. Il t'engage toi, et il engage quasiment l'humanité en fait. Tu t'engages dans l'humanité avec ton avis. Ton avis vaut prescription pour l'humanité. Et c'est pour ça souvent en fait qu'on voit des personnes prendre très très mal ce qui n'est qu'un point de vue personnel. Elles le prennent hyper mal parce que au lieu de laisser pour ce que c'est-à-dire un point de vue personnel, ce qui fait que du coup c'est pas bien menaçant, c'est quand même pas bien, c'est plutôt inoffensif, hein, c'est pas bien dangereux, il donne son avis, bon bah, voilà c'est que son avis, hein, vous savez la fameuse phrase dans Big Lebowski, hein, du dude, hein, well that's just like your opinion man, hein, ouais c'est juste ton opinion mec, hein. Eh bien non, on se sent agressé parce qu'en fait on surinvestit le point de vue parce qu'en fait on l'envisage tellement peu, on pense que même quand quelqu'un donne son point de vue, ce n'est pas qu'un point de vue, c'est une prescription qui a valeur d'objectivité et de vérité pour lui. Et donc voilà, qui serait un absolu, mais absolument pas. Donc évidemment c'est très mal pris. Donc ça en fait ça témoigne déjà en fait, d'une part de l'incompréhension de ce que c'est qu'un point de vue, mais surtout en fait de l'incapacité à l'apprécier pour ce qu'il est. Voilà, de l'allergie que ça déclenche, une allergie au point de vue, et une incapacité à apprécier ce que c'est. Et c'est problématique parce qu'en fait, l'incapacité à apprécier la notion de point de vue déteint très fortement sur l'incapacité du coup à apprécier des genres de textes entiers, des genres littéraires quasiment. Je parlais du pamphlet tout à l'heure. Le pamphlet, c'est typiquement le point de vue par excellence. C'est vraiment quelqu'un qui, avec en plus une part de mauvaise foi, va quasiment pousser le point de vue jusqu'à la mauvaise foi, il va carrément nous inviter dans une subjectivité tellement tordue qu'elle va carrément légèrement tordre la vérité pour le plaisir d'être dans le subjectif, dans le partial. Mais en fait, plus personne n'est capable d'apprécier un pamphlet aujourd'hui, et je me rends compte au passage. Quand je vois comment les gens réagissent à un pamphlet, je me dis, plus personne ne sait lire un pamphlet. Plus personne ne sait un instant déconnecter de sa propre opinion, et sait aussi se déconnecter de la notion de vérité absolue, et juste apprécier le pétage de câble, parce que c'est un pétage de câble, un pamphlet généralement c'est très caustique, c'est très au vitriol, il y a une part de mauvaise foi dedans, c'est quasiment un sketch littéraire, hein, un pamphlet, hein, et en même temps avec une dose il y a de l'aigreur, il y a du reproche, il y a des points de vue, tout ça, il y a des convictions. Et je me dis, mais plus personne ne sait apprécier ce genre littéraire, ce qui est dommage, parce que c'est vraiment des genres absolument géniaux, et c'est très intéressant en termes d'idées. Et ça, et puis des essais en fait, hein, des essais, certains types d'articles, des éditos, le principe de l'édito aussi, hein, quand on est éditorialiste, journaliste, éditorialiste, on est un journaliste qui donne son avis,
hein, qui donne son regard sur l'actualité. On l'apprécie, on l'apprécie pas, mais c'est son regard. Et ça veut dire que c'est la vérité de tout le monde, c'est sa vérité, voilà. Et en fait, tout ça, ça n'arrive plus du tout à être apprécié et compris. Les gens n'accèdent plus du tout à la valeur de ce type de choses, à l'intérêt que ça a, n'arrivent même plus à s'en amuser, à trouver ça juste, ne serait-ce qu'amusant, divertissant. Voilà, il y a un blocage, on se sent directement agressé, on surinvestit ce genre de texte, on leur donne plus d'importance qu'ils n'ont vraiment, et on leur donne, voilà, on cherche la valeur objective, exhaustive, on veut que la personne touche à la vérité, touche à tout, etc. Mission impossible au passage. Et voilà. Alors on peut se demander d'où ça vient, tout ça. Bon, pour moi, les coupables sont toujours un petit peu les mêmes, mais là, bon, il me semble que c'est assez flagrant. Déjà, on continue de s'acharner à télescoper des valeurs du monde scientifique sur le monde des sciences humaines et de la littérature. Hein, l'exactitude, les preuves, les faits, les statistiques, la vérité, l'objectivité, ce sont que des valeurs qui sont issues de la science. Elles fonctionnent peut-être en sciences humaines, ça ne marche pas, et ça pose plein de problèmes. Donc déjà, il y a un problème, les gens sont trop scientifisés, et il n'y a pas à chercher loin. Tout le monde fait des bacs scientifiques aujourd'hui, donc en fait, on forme des esprits sur les gens scientifiques, parce que les gens sont scientifiques, mon cul sur la commode, hein, ils finissent par faire autre chose de leur vie. Je me suis fait leur bac S parce que c'est à la mode. Voilà, mais en tout cas, ils ont quand même, mine de rien, on façonne leur cerveau sur des préjugés scientifiques. Et donc voilà, cette scientifisation donne comme ça des espèces de réflexes et des obsessions comme ça sur des exactitudes, sur des données, qui évidemment rendent les gens complètement imperméables plus tard à des choses beaucoup plus subjectives, beaucoup plus nuancées, teintées, etc., troubles, ambiguës, ambivalentes, le monde plus trouble de l'art, du point de vue, de la littérature, des sciences humaines. Donc on ne peut plus parler de rien sans qu'on ait l'air de donner des prescriptions orbi et torbi à l'humanité. On doit tout justifier, tout prouver, aligner des données, être exact, être exhaustif, surtout pas oublier quelque chose. C'est pour ça que c'est révélateur tous ces commentaires sur les vidéos. Tu oublies ça, tu n'as pas mentionné ça. J'aurais aimé que tu évoques cela. Mais déjà, j'aurais aimé, tu te prends pour qui? Tu crois que je fais des vidéos pour toi? J'aurais aimé, comme un client insatisfait, quoi. J'aurais aimé trouver dans cette vidéo, mais peut-être que l'omission de cela était volontaire et révélatrice et porteuse d'un point de vue. J'ai porté un point de vue, donc j'ai éliminé les choses volontairement. Je me suis concentré sur d'autres. Et l'omission était révélatrice d'un point de vue. Et voilà. Et donc ça, il manque. Tu n'as pas dit ça. Ça trahit l'idéal d'exhaustivité. Il faudrait, dans un sujet, avoir tout couvert. Et les gens ne seront en paix que quand dans votre sujet vous aurez tout couvert. Et gare à vous, si vous avez oublié une petite zone, même minuscule, vous avez laissé ça dans l'ombre, vous n'avez pas été exhaustif, donc vous n'avez pas été exact, et donc vous n'avez pas été objectif et dans la vérité. Eh bah putain de merde, on n'est pas rendu si on doit traiter tous les sujets de cette façon-là. Surtout quand dès la base, ce n'est pas le but. Donc je pense qu'il y a, c'est lié à la scientifisation des esprits, donc des valeurs comme ça qu'on amène de la science et qu'on essaie de télescoper sur un domaine où ça marche beaucoup moins bien, qui sont les sciences humaines. Et du coup, genre la même chose, en fait, ça vient de l'enseignement. Et là où c'est dramatique, c'est que ça vient même de l'enseignement des sciences humaines elles-mêmes, même de la littérature, du français, hein, on y revient toujours. Mais c'est en français, c'est en philosophie qu'on aura l'occasion de faire lire des pamphlets, des essais, et de familiariser au fait de se confronter au point de vue de quelqu'un d'autre. Pourtant, on pourrait dire, c'est exactement ce qu'on fait quand même. En philosophie, on lit le point de vue de Nietzsche, on lit le point de vue de, de Descartes, on lit le point de vue de Mircea Eliade, Eliade ou Elias, j'ai un doute, de Freud, etc. En philo, un peu plus, mais vite fait quand même. Et en littérature, certainement pas. La littérature tombe dans un piège qui explique l'exercice du commentaire, ou plutôt l'exercice du commentaire explique ce qui se passe, ce piège, le commentaire composé, et la persécution que subit la périphrase, la synthèse. Quand on lit un texte et quand on apprend à lire des textes au lycée, on pourrait mettre en avant après tout l'exercice de la synthèse. Synthétiser ce texte, expliquer ce que l'auteur a voulu dire en étant le plus proche de sa pensée. Essayez vraiment de prouver que vous avez compris. On fait pas ça parce qu'on va vous dire vous faites de la périphrase. Non mais là tu répètes ce qu'il a dit, c'est pas intéressant. Moi ce que je veux là c'est vraiment que tu ailles dans le point de vue, dans ton point de vue. Et là vous allez me dire attendez. Tu dis que le point de vue n'est plus accepté, mais tu vas reprocher aux lettres de demander le point de vue des gens. Mais parce que justement, c'est là le paradoxe.
Je pense que les gens ne supportent pas le point de vue dans les, dans les vidéos, dans le contenu intellectuel ou savant, parce qu'ils sont obsédés par le leur. Parce qu'ils sont accrochés à leur point de vue à eux et que le point de vue de l'autre est une agression, est une sortie de soi et est une corruption quasiment. J'ai ma vérité intérieure, j'ai mon moi, mon fort intérieur, et le point de vue d'autrui vient le fragiliser, l'agresser, l'influencer, surtout je me fais influencer, hein, et alors que c'est mon point de vue à moi, voilà, qui doit être protégé, et qui éventuellement doit être mon secret si je veux le garder, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on nous apprend davantage à chérir notre propre point de vue qu'à apprécier celui des autres. Et ça se révèle du coup dans beaucoup de choses. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une incompréhension dans certaines vidéos, certains écrits. La réaction des gens, c'est comme si finalement, au fond, c'était pas tant votre point de vue qui les choquait, que vous ayez un point de vue, après tout ils en ont un, mais c'est comme si c'était que quelqu'un puisse ne pas être du leur, que ce ne soit pas leur point de vue, qu'on puisse être aussi loin de leur point de vue, et que leur recherche de vérité, d'exhaustivité, c'était pour ne surtout pas avoir affaire au point de vue des autres. Comme ça, on reste avec le sien, mais on n'est pas confronté à celui des autres, et on n'a pas à entrer dans la subjectivité d'autrui, on garde la sienne, et autrui n'est que pourvoyeur, ne fait que nous fournir de l'aliment objectif. Hein, donc le rôle d'autrui, c'est nous fournir cet aliment objectif, mais que la subjectivité, elle est pour nous et rien que pour nous. Et quand quelqu'un arrive à sa subjectivité, c'est la confrontation, c'est le choc, parce que ma subjectivité se confronte à la sienne, et là, il ne me fournit pas les éléments objectifs que je voulais, ou l'exhaustivité à laquelle j'aspirais, et dans laquelle j'aurais pu m'identifier, parce que plus la personne est exhaustive, par définition, plus j'ai la chance de me retrouver quelque part dans ce qu'il dit. Mais s'il n'est pas exhaustif, il y a peut-être des chances que quelque chose qu'il va omettre, moi c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et là, tout d'un coup, les points de vue se clashent, se rencontrent. Et donc, voilà, donc en fait, et ça se reflète dans l'enseignement, puisque ce qu'on s'empresse de faire en lettres, ce qu'on nous incite à faire, FISA, c'est donner notre point de vue. On met de côté le point de vue du texte, on n'habitue pas les gens à accueillir le point de vue d'un texte. Immédiatement, on va leur demander de faire du commentaire composé et d'interpréter, de donner leur avis, de spéculer sur ce qu'a dit la personne, peu importe ce qu'elle a dit. L'important, c'est de vos interprétations, vos élucubrations, au lieu de faire l'exercice basique de est-ce qu'on a compris ce qu'il voulait dire et est-ce qu'on va faire l'effort d'entrer dans son point de vue, dans son univers. C'est pour ça que l'écriture d'invention est un exercice sous-estimé, puisque l'écriture d'invention, plus que tout autre, demande d'avoir tellement bien compris la façon dont quelqu'un réfléchit et écrit qu'il faut être capable de l'imiter. Souvent, c'est du pastiche, l'écriture d'invention. À la manière de machin, vous écrirez un souvenir de votre enfance et tout. En fait, on vous demande d'écrire à la façon de l'auteur du corpus. Et pour écrire à la façon de quelqu'un, il faut avoir vraiment pris le temps d'accueillir son point de vue, sa subjectivité, de l'avoir tellement bien compris qu'on est capable de la copier, de la reproduire. Et cet exercice est tout le temps raté, parce que déjà, il n'est pas compris. On croit que c'est une écriture d'invention, qu'on peut inventer n'importe quoi. Mais surtout, il demande beaucoup plus de talent que les autres dans cette mesure-là, parce que en fait, il faut avoir mieux lu. Il vaut mieux choisir un commentaire composé si on n'a pas trop compris le texte, parce qu'on a toujours une marge de sortie pour élucubrer, pour inventer des choses. L'écriture d'invention, il n'y a pas le choix, il faut avoir vraiment compris comment l'autre en face réfléchit. Pour imiter un auteur, il faut vraiment avoir compris comment il fonctionne, quels sont ses réflexes, les mots qu'il préfère, sa mentalité, etc. Donc se fondre dans la subjectivité de quelqu'un, dans son point de vue, dans sa façon de voir les choses et d'écrire. Et pour ça, il faudrait faire de la synthèse, de la paraphrase, apprendre à résumer un texte, apprendre à retranscrire la pensée de quelqu'un en la dénaturant le moins possible, et du coup en montrant qu'on a bien compris et qu'on a d'abord fait l'effort d'accueillir son point de vue, même si on n'est pas d'accord, d'avoir fait cet effort à l'instant de se mettre de côté soi, pour écouter ce que l'autre a à dire, et même savoir l'apprécier, et cela même quand on n'est pas d'accord. C'est là peut-être le plus beau, ou le plus jubilatoire. Moi, mais combien de textes j'aime, y compris de Baudelaire, où je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'il dit, mais j'adore ces textes-là parce qu'ils me font marrer, je trouve qu'il défend bien son point de vue, même si moi je ne suis pas d'accord, je trouve que c'est bien dit, c'est bien envoyé, et que je prends juste plaisir un instant à être dans le point de vue de quelqu'un d'autre sur un sujet où moi j'ai pas le même, mais c'est juste bien écrit, c'est un super texte, et puis il y a des idées, et voilà, c'est ces idées, mais voilà. Et parfois, quand vous adhérez, c'est encore mieux, bien sûr, qu'on aime bien adhérer à un texte, quand en plus c'est les mêmes idées que nous, bien sûr, ça ajoute une saveur. Mais c'est même pas le but principal, en fait. On ne demande pas d'être d'accord, mais juste d'apprendre à apprécier l'avis de quelqu'un d'autre et de savoir que cet avis existait, qu'un autre avis existe,
et peut-être de trouver de la saveur au fait même, à cet avis-là, en fait, juste même dans toute sa mauvaise foi, dans toute sa partialité, et d'apprendre à apprécier ça. Le billet d'humeur, l'édito, l'essai, le pamphlet, tout ça, ce sont des genres très subjectifs, très engagés, très personnels. Et encore une fois, c'est toujours meilleur quand on adhère, c'est sûr, c'est toujours sympa, mais en fait, c'est peut-être même pas la question. C'est vraiment ce plaisir d'entrer dans la subjectivité de quelqu'un, de voir le monde à travers ses yeux, et d'apprendre d'apprécier comment il développe ses arguments, comment il présente les choses, comment il défend son point de vue, sa vision des choses, sa partialité. Et en cumulant comme ça les points de vue, on se fond dans la pensée d'autrui, de plein d'auteurs, et en fait on élargit son propre esprit parce qu'en fait on visite des consciences, et on est humble aussi, on fait preuve d'humilité. D'humilité. On apprend à fermer sa propre gueule de temps en temps, à écouter les autres, à écouter ce qu'a à dire un auteur, et ça nous nourrit, et ça nous force à l'humilité. Voilà, à l'humilité de savoir se taire de temps en temps, que notre point de vue n'est que notre point de vue, et qu'un point de vue, ça compte, le point de vue d'autrui compte. Comme ça aussi, de désacraliser la notion de vérité et d'objectivité, qu'on a presque beaucoup plus à apprendre de la subjectivité du point de vue d'autrui. Et voilà, c'est vraiment, c'est vraiment passionnant, en fait. Hein. Une fois qu'on a compris ça, on entre en littérature. Et donc moi, c'est la base. J'ai souvent dit, hein, pour ceux qui suivaient les Talk Club, que quand je faisais mes fiches de lecture voilà, pour les recherches que je fais, c'est rare que je donne mon avis dans les fiches, en fait. Ça m'arrive de temps en temps de faire quelques commentaires personnels, mais en fait, généralement, la priorité absolue, c'est de résumer le livre le plus fidèlement possible. Et c'est pas tant en question d'objectivité, parce que le livre en question n'est pas objectif. Mais en revanche, avant moi d'y appliquer ma subjectivité, mon avis, parce que bien sûr j'en ai un, et moi-même après de m'atteler à un texte où je vais donner moi ma partialité, ma subjectivité, mon avis, il est important que je ne dénature pas la pensée des autres et que j'apprenne à un instant m'y fondre, me mettre de côté et entrer dans la pensée d'autrui. Et donc moi, tous les textes que j'ai lus, voilà, à un moment donné, je dois couper, je dois débrancher dans ma tête. Voilà, ça n'empêche pas évidemment d'avoir un avis sur ce que je lis. Bien sûr que j'ai de temps en temps, je suis d'accord, je suis pas d'accord, etc. Mais la discussion, elle doit venir dans un second ou troisième temps. C'est après qu'on discutera avec l'auteur éventuellement. Pour l'instant, tu écoutes ce qu'il a à dire, tu écoutes. Tu fais preuve d'humilité, tu l'écoutes, et tu accueilles sa pensée, tu fais l'effort pour comprendre ce qu'il a à dire, pour entrer dans sa subjectivité. Au lieu de tout de suite te précipiter à dire « Oui, mais moi je pense que, oui, mais bon, mon point de vue, ton point de vue, machin. » Non, mais là, c'est pas encore la guerre des points de vue. Pour l'instant, on apprend même à apprécier pour ce que c'est. Même quand on n'est pas d'accord, juste parce que c'est bien écrit, parce que c'est bien envoyé, parce que c'est drôle, on savoure. On n'est pas d'accord, même peut-être on peut être choqué par ce qu'il dit. Moi, Nietzsche, il y a plein de choses que je n'aime pas chez Nietzsche, je suis pas d'accord avec sa façon de penser, mais j'ai pris plaisir à lire Nietzsche. J'ai pris plaisir à avoir cette vision du monde que je n'avais jamais lue, c'est une vision des choses très originale, qui n'est pas du tout la mienne, que je déteste à plein d'égards, mais quand c'est bien écrit, quand c'est bien envoyé, et que c'est intéressant, et que c'est le point de vue de quelqu'un, que c'est aussi original, j'apprécie ma lecture. Et un instant, je me mets de côté, et j'entre là-dedans. Donc, je donne mon point de vue sur Internet, entre autres avec les podcasts, etc., avec les vidéos que je fais. Je donne des points de vue. Je donnais mon point de vue sur Baudelaire. Les documentaires que j'ai fait sur Baudelaire sont des points de vue, c'est moins qu'on puisse dire. Je donnais ma vision de Baudelaire tout en essayant d'apprendre des choses qui sont réelles. Je justifie ce que je dis, j'argumente, je cite mes sources, etc. Mais je donne un point de vue. C'est ma vision de Baudelaire. Moi, je ne connais pas quelqu'un d'autre qui a fait Baudelaire House. Voilà. Baudelaire House, c'est une lecture, c'est une vision. C'est voilà comment moi j'ai envie d'expliquer Baudelaire et comment moi je l'ai perçu. Ça n'empêche pas du coup de manipuler des faits réels, des vérités. Mais ces vérités, je les amène dans un point de vue, dans une subjectivité. Ce qui donne tout le charme, qui donne la personnalité de ce que je fais. Et non pas que ça fasse dictionnaire, encyclopédie. Baudelaire est né le 9 avril 1821. Non, c'est pas ça. Donc, moi j'aime bien faire ça en tant que lecteur. Et donc, juste au retour des choses, je le fais aussi en tant qu'auteur. Mais on va passer plus de temps à écouter les points de vue des autres qu'à les écrire. Moi, pour l'instant, j'ai plus lu des gens que je n'ai écrit, je pense. Donc, humilité, encore une fois. Humilité. Il y a des gens qui ont écrit avant moi. Et au lieu de me précipiter à donner mon point de vue, etc., d'abord, j'écoute aussi ce que les autres ont à dire. Dernièrement, Gallimard, ils ont fait parler d'eux parce qu'il y a eu le fameux truc, leur fameux tweet où ils demandent aux gens de ne plus envoyer de manuscrits parce qu'ils sont débordés par les manuscrits. Ils sont passés de 30 à 50 manuscrits par jour à cause du contexte du confinement, forcément, qui a permis à des apprentis écrivains, des aspirants écrivains d'avoir du temps pour pondre leurs trucs. Et déjà, ils sont débordés, mais le constat des lecteurs, c'est que, juste des lecteurs des comités de lecture de ces manuscrits, c'est les gens ne lisent pas. Clairement, les gens qui envoient les manuscrits sont des gens qui ne lisent pas. Est-ce que vous imaginez un petit peu l'indécence de la démarche ? Vous précipitez dans la vie à écrire un bouquin, à donner votre point de vue,
à vous jeter à corps perdu sur des sujets, l'amour, la jalousie, machin, en n'ayant même pas eu l'élémentaire politesse de jeter un coup d'œil à ce qui s'est fait pendant 2000 ans avant vous. Minimum 2000 ans. Jetez un petit coup d'œil, je sais pas, de regarder un petit peu ce qu'on dit sur le sujet que vous traitez, les auteurs illustres qui nous précèdent. On vous demande pas de tout lire, mais enfin bon, de vous renseigner un petit peu, d'apprendre aussi à écrire à travers l'écriture des autres, de découvrir ce qui est votre style, ce que vous aimez pas, de prendre position littérairement, artistiquement. J'aime bien cette façon d'écrire, je n'aime pas ce mouvement-là, j'aime bien ce mouvement-là, j'aime bien cette vision de voir les choses, j'aime pas celle-là. Comme ça, vous vous situez aussi dans une hérédité littéraire. Quelle est votre famille littéraire? Quelle est votre famille? Vous êtes un réaliste, vous êtes un romantique, vous êtes un surréaliste, vous êtes quelqu'un de théâtre, vous êtes quelqu'un de poésie, vous êtes quelqu'un du roman, vous êtes pour un roman psychologique, vous êtes pour un roman esthétique, vous êtes dans l'art pour l'art, vous êtes dans l'art engagé. Voilà, enfin, c'est tout ça, ces réponses-là, vous devez avoir vu ce qui s'est fait avant pour vous situer dans cette généalogie, dans ce courant. D'où vous venez en fait? C'est quoi votre démarche? Vous arrivez à quel stade de l'histoire? Qu'est-ce que vous allez apporter pour continuer? Mais non, les gens, voilà, mon point de vue, moi, ce que j'ai à dire, moi. Pourquoi lire les autres? Parce que de toute façon, voilà, c'est pas objectif, c'est pas la vérité. Hein. Moi, j'ai une Wikipédia. Et bien sûr, voilà, c'est mon point de vue, mon fort intérieur, c'est moi. Hein, et bien sûr, c'est une perte de temps de lire les autres. Enfin, c'est indécent. Et après, on s'étonne absolument pas que dans les émissions littéraires, ils arrivent et ils connaissent même pas leur propre bouquin, ils ne savent rien de ce qui s'est fait avant, à part ce qu'il faut répéter hein, pour avoir l'air de connaître. Mais n'importe qui connaît la littérature les débusque, les démasque, et en fait on voit les imposteurs, et il y en a plein, y compris parmi les plus connus, surtout parmi les plus connus. Et voilà, ce sont des gens qui sont précipités à parler d'eux, parce qu'évidemment c'est du je, c'est l'autofiction, c'est tout ce bordel-là, donc c'est une littérature extrêmement égotiste, c'est du racontage de vie mal déguisé, voilà, il y a très peu d'inventions là-dedans. Et c'est pas pour rien que c'est de la littérature blanche hein, qui reçoit beaucoup de manuscrits principalement. Il y a des manuscrits bien sûr dans toutes les maisons d'édition, mais là c'est la blanche qui se fait envahir. Et la blanche, c'est donc pas de la SF, c'est pas de la fantasy, c'est pas de la littérature d'imagination là. On parle de gens qui font de la littérature qu'on appelle blanche, c'est-à-dire réaliste entre guillemets. Mais du coup tout ça c'est l'autofiction clairement. Ce sont les gens qui vont raconter leur vie, hein, qui croient qu'ils sont uniques, qu'ils sont intéressants, qui ont tellement oublié de se comparer à ce qui a été fait avant qu'ils ne peuvent même pas réaliser que ce qu'ils font n'est pas original et n'apporte rien de nouveau. Parce que forcément, si vous n'avez pas lu, Proust, si vous n'avez pas lu Stendhal, si vous n'avez pas lu Baudelaire, si vous n'avez pas lu Hugo, si vous n'avez pas lu les décadents, si vous n'avez pas lu les réalistes, si vous n'avez pas lu le naturaliste, si vous n'avez pas lu les poètes courtois, si vous n'avez pas lu les Lumières, si vous n'avez rien lu de ce qu'il y a avant, vous pouvez vous persuader, même si vous savez que tout ça, ça existe, mais c'est très lointain pour vous, vous n'avez pas vu vraiment ce que c'est, vous pouvez vous persuader que vous êtes hyper original, que vous êtes le premier à penser à tout ça, et que vous avez des choses à apporter de si différentes que ça. Et donc, c'est vraiment d'une ignorance crasse. Donc voilà comment on apprend aux gens à lire les textes. Hein. On les en dégoûte déjà tellement dans l'enseignement qu'après ils veulent plus jamais les toucher et les lire. Et du coup ils arrivent complètement ignorants quand eux-mêmes se piquent de la drôle d'idée d'écrire. Mais en plus on leur apprend pas assez à calmer leurs ardeurs et au lieu de se dépêcher de donner leur avis, leur réaction au texte, de réagir, de donner mon avis. Je suis outré parce que j'ai lu. Ah je suis complètement d'accord. Ah mais il manque ça. Eh bien attends, ton avis on le verra après. Pour l'instant on s'en fout. Pour l'instant je veux sûr que tu as compris ce que l'autre dit. Je te demande pas d'être d'accord ou pas. Je te demande pas d'apprécier ou pas, mais si tu as le droit d'apprécier, on peut apprécier même si on n'est pas d'accord. Alors là, concept, on peut apprécier si on n'est pas d'accord, mais comment c'est possible? Moi j'apprécie que ce avec quoi je suis d'accord. Comment on apprécie quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord? Ah bah ouais, c'est sûr. Bah là, ça demande vraiment de sortir de soi, d'avoir cette capacité de trouver amusant, divertissant, plaisant, intéressant quelque chose qui cependant n'est pas de son propre avis. Ah ouais, c'est perché. Hein. Eh oui. Donc, évidemment, là, c'est du shintok pour ces gens-là. Mais si on apprenait comme ça aux gens à recevoir la pensée d'autrui et à savoir l'apprécier telle qu'elle est et surtout la comprendre et prouver qu'ils ont compris un instant en mettant leur subjectivité à eux de côté et en apprenant à accueillir la subjectivité d'autrui en eux, parce que c'est pas d'objectivité là-dedans, c'est juste de comprendre la subjectivité d'autrui. Qu'est-ce que tu as voulu dire? C'est quoi ton idée que je la déforme pas avant peut-être de m'autoriser à y répondre et moi d'ajouter ma propre contribution. Pour finir sur cette notion de point de vue, je vais finir par un autre domaine, hein, parce que là on est resté beaucoup d'amants normal dans le domaine intellectuel, hein, les livres, les vidéos, la transmission du savoir, tout ça, où on rencontre beaucoup ces problèmes-là. Mais pour vous dire que le problème est tentaculaire et finit par envahir tout, hein, comme souvent, ces choses-là ça finit par tout envahir, eh bien ça envahit même les relations humaines. Et oui, même les relations humaines, ça paraît aberrant. Et quelque chose comme, de l'an 1000, l'amour. Ça se voit parce que là, quand on compare les notions d'amour qu'on rencontre en littérature, chez les artistes, chez les écrivains, et l'amour dans la réalité telle que les Philistins dont on est entouré, là, le bon sens, là, les braves gens autour de nous en parlent ou le conçoivent,
on comprend le gouffre abyssal et ce qui s'est passé et comment ces valeurs finissent par gangréner même les relations humaines. Je vais donner un exemple très concret, parce que là je parle un peu comme ça dans le vide, mais un exemple qui est révélateur, parce qu'en plus au passage c'est un grand classique, hein, c'est pas, je donne mon exemple, mais en fait bon, c'est un truc qu'on entend dans les films parfois, dans les livres, et puis surtout dans la réalité, hein, c'est un grand classique. Je me souviens de cette fois où j'étais en communication avec une demoiselle chère à mon cœur, et à qui justement j'exprimais des sentiments. Alors pour même restituer le contexte de la discussion quand même, hein, qui était folklore, cette jeune fille qui pourtant connaissait très bien mes sentiments avait eu la maladresse, mais cliché, hein, c'est un grand classique, hein, de me sortir, parce qu'elle m'appréciait beaucoup, elle m'aimait vraiment beaucoup, on était proches, de me dire la fille qui aura ton amour aura vraiment beaucoup de chance, je le pense vraiment. Quand, quand une fille qui ne veut pas de vous, qui vous fout un râteau, quoi, vous savez très bien que c'est pas réciproque, et précisément celle qui vous sort des trucs pareils, mais c'est à se demander si elle s'écoute en fait, et si vraiment elle se rend compte de la portée de ce qu'elle dit, et si elle ne ferait pas mieux de se taire. La dernière personne avec qui vous avez envie d'entendre ça, c'est la personne précisément qui a votre amour en fait. Elle l'avait déjà, mon amour. La relation, on ne l'a pas, parce qu'elle ne veut pas, donc elle ne peut pas y avoir de relation. Mais mon amour, elle l'avait, puisque mon amour n'a pas besoin de son consentement pour exister. Elle l'avait. J'étais fou de cette fille. J'étais épris d'elle. Et elle me sort, la fille qui aura ton amour aura vraiment beaucoup de chance. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Déjà parce que elle est cette fille, elle a mon amour, qu'elle le veuille ou non. Et elle est cette fille qui a de la chance, mais elle ne veut pas de cette chance-là. C'est quand même original, hein, c'est extraordinaire. C'est magnifique cette générosité, cet altruisme en fait. C'est ces filles qui estiment que c'est une chance d'avoir mon amour, mais bizarrement qui n'en veulent pas, passent leur tour et préfèrent que ce soit une autre qui ait cette chance-là. C'est faux, hein, cette générosité, hein, que l'on retrouve. Non, mais voilà, donc ça prouve que de toute façon, en fait, c'est pas vraiment tant une chance que ça, manifestement. Mais bref. Donc du coup, je lui rétorque cela, justement, hein. Je lui dis, bien, tu n'as pas envie de l'avoir de la chance, justement, parce que figure-toi que, techniquement, je ne sais pas quoi répondre, en fait, je sais pas quoi répondre à ce que tu me dis, parce que c'est censé être un compliment, mais je ne sais pas ce qu'on est censé répondre à cela, quand précisément, celle qui nous le dit est celle qui a la chance, qui est la fameuse chanceuse de l'histoire, qui a la chance d'avoir notre amour, comme tu dis. Et la personne, comme ça, comme ça du tac au tac, hein, vraiment, sans se laisser plus troubler que cela, me rétorque, oui, mais ça, c'est pas du véritable amour. C'est pas un amour complet. Je fais, ah, d'accord, c'est bien. La fille, elle est apte à évaluer ce qu'est de l'amour ou pas, et en l'occurrence, ce qu'est de l'amour ou pas pour moi, de ma part. Ok, très bien, voyons, elle lit en moi, c'est brillant. Mais que veut-elle dire par là? Et là, elle me sort deux choses. Elle me dit, ce n'est pas de l'amour parce que il n'y a pas assez de communication, on ne se voit pas dans la vraie vie et on n'a pas de plan sur l'avenir. Alors, ce premier aspect des choses, là je renvoie à un podcast précédent sur la confusion entre les sentiments et la relation. Parce que j'ai fait carrément un podcast là-dessus, et vous voyez, cette réponse-là est typiquement la confusion devenue classique entre la relation et les sentiments. Aujourd'hui, seule la relation légitime les sentiments. Si vous n'êtes pas capable de justifier que la personne est objectivement aimable, que vous avez raison de l'aimer, que vous avez des points communs, des compatibilités, avec un pourcentage limite de compatibilité à justifier, qu'il y a des faits et qu'il y a un projet de vie, carrément avoir des projets, donc tout ça en fait on est quand même hors des sentiments, hein, on est dans un domaine relationnel, eh bien vos sentiments sont invalidés, décrédibilisés, n'existent pas, ne sont pas légitimes. Donc confusion totale, parce que rien à voir, hein. Est-ce que Dante et Pétrarque avaient des projets d'emprunt, de baraque ou de bagnole avec Laure et Béatrice? Est-ce qu'ils ont eu cette chance de communiquer plus que ça avec elle? Est-ce qu'ils les voyaient, est-ce qu'ils en étaient moins amoureux de Laure et Béatrice? Enfin voilà, bref. Et inversement, d'ailleurs, au passage, tous ces gens que je vois acheter des bagnoles ensemble, acheter des maisons, se foutre en ménage ensemble, est-ce que pour autant j'y vois, moi, de l'amour, hein, au sens où tous les artistes et les écrivains que je connais et côtoie et qui avaient très bien compris ce que c'était, l'entendaient? Clairement pas. Donc manifestement, la relation ne fait pas l'amour et l'amour ne fait pas la relation. Deux dimensions différentes qui parfois, dans le meilleur des cas, se rencontrent, parfois se séparent, parfois ne se rencontrent jamais,
Mais en tout cas, confusion totale, donc rien à voir. Qu'est-ce que c'est que ce délire de disqualifier les sentiments de quelqu'un sur des critères aussi prosaïques et terre à terre, qui n'ont rien à voir avec les sentiments purs, avec ce que la personne ressent, qui n'a rien à voir avec des éléments concrets comme ça, enfin, rien à voir. Donc j'ai réponse débile. Deuxième aspect, et là c'est là que je voulais venir au point de vue, le grand classique, tu ne me vois pas tel que je suis, tu m'idéalises, ce n'est pas moi que tu aimes, c'est une image, etc. Ça c'est un grand classique, d'ailleurs au passage ça a même fait les commentaires de 500 jours ensemble, hein. Dans 500 jours ensemble, hein, depuis que la lecture du film s'est renversée, s'est retournée, en bonne partie à cause de ses acteurs et en bonne partie à cause de son interprète principal, Joseph Gordon-Levitt, hein, qui avait dit: ouais, mais en fait dans ce film c'est le héros qui a tort depuis le départ, il aime quelqu'un qui n'existe pas, il l'idéalise, c'est pas du véritable amour parce que c'est pas la vraie personne, etc. C'est juste incroyable, c'est sidérant. En fait là on est en train de dire que aimer, être amoureux de quelqu'un, c'est l'aimer pour ce qu'il est vraiment, objectivement, hein, on peut dire le terme, hein, objectivement, réalistement, dans sa vérité et son exhaustivité. Donc en fait, aimer quelqu'un est le contraire d'un point de vue. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus partial que l'amour? Puisque bon, encore une fois, hein, Alceste, le misanthrope, Molière, hein, sur quelques préférences une estime se fonde, et c'est n'aimer personne que d'aimer tout le monde. Hein. C'est une élection. Aimer, tomber amoureux, c'est une élection. C'est toi et personne d'autre. C'est tout d'un coup, les sentiments éliminent rien de moins que tout le reste de la population terrestre et focalisent sur un seul individu. Par un pur élan arbitraire du cœur et par un pur élan irrationnel. Parce que je ne connais aucun individu sur Terre qui mérite une attention telle. Moi, je le dis tout le temps, si l'amour ou la passion était une affaire de mérite, personne n'en serait digne, puisque personne ne la mérite. Moi, je ne connais pas un être humain je ne connais pas un être humain qui mérite sur Terre le degré de passion et d'amour dont est capable un autre être humain. Ce dont est capable un autre être humain en matière d'amour et de passion, aucun être humain ne la mérite tellement, les gens sont trop médiocres pour ça. Donc, ça n'a jamais été la question ni du mérite, ni de l'objectivité. Mais putain, mais bien sûr que l'amour est un point de vue, évidemment, bougre de couillonne. C'est tout le principe, c'est tout le principe. Je veux dire, mais c'est vraiment... sois amoureux de moi, mais pour ce que je suis profondément, réellement, objectivement. C'est limite journalistiquement, quoi. Qu'est-ce qui nous intéresse à nous, journalistes professionnels? C'est de mettre en scène l'information, d'accord, hein? Oui, mais dans un souci d'objectivité. Hein? Moi, j'ai toujours été objectif. Moi. Je n'ai jamais donné mon point de vue personnel, c'est bien ça. Pourquoi? Parce qu'il ne m'intéresse pas, la dèche, c'est tout. Et crois-moi que ça m'a posé pas mal de problèmes dans ma vie privée. Hein. Tu te souviens, ma première épouse, là, Isabelle, qu'est-ce qu'elle a pu m'emmerder? Chérie, tu m'aimes. De grâce, madame, restons objectifs. Arrêtez là, oui, mais tes enfants, tu aimes tes enfants. Elle me disait, je n'ai aucun point de vue sur ces personnes. Laissez-moi vivre. Ah, elle s'est cassée, je m'en voulais plus en entendre parler, c'est tout. Hein. Ah, avec les enfants, j'ai jamais revu, mais non, mais elle ne supportait pas mon objectivité. Hein. Mais c'est débile, en fait. C'est tout le contraire d'être amoureux. Être amoureux, c'est un point de vue, c'est partial, c'est passionné, c'est pas politique pour le coup, je crois pas. C'est subjectif. C'est tout le principe de la chose. Et là, t'as envie de dire aux gens, bah, putain, si vous avez envie d'être aimé pour ce que vous êtes vraiment, déjà, je pense que vous trouverez personne à vous aimer, parce que si les gens vous voient, si les gens continuent de vous voir tel que vous êtes vraiment, personne n'est digne d'être aimé, personne n'est digne qu'on tombe amoureux de lui ou d'elle, tellement tout le monde est pourri, plus ou moins, hein, à plus ou moins grande échelle. Il y a des gens un peu mieux que d'autres, mais enfin, clairement, personne n'est vraiment digne de créer le fait d'être amoureux. Donc, déjà, si vous voulez qu'on vous voit tel que vous êtes, ça donnerait pas grand-chose. Mais quel est l'intérêt? Et surtout, en comparaison, quel est le plus intéressant? Donc, vous avez d'un côté une personne qui vous voit objectivement tel que vous êtes, hein, bien sûr, avec vos qualités, vos défauts, oui, en outre, voilà, comme ça, etc. Voilà, très intéressant, bien sûr, hein. Mais ça vous plaît, c'est la vérité. Hein. Et il y a quelqu'un d'autre à côté qui vous voit, lui, à sa façon, personnellement, et mieux éventuellement que vous n'êtes, et même si vous voit tel que vous êtes au fond, vous idéalise, vous transcende en fait, et arrive à vous voir d'une certaine façon, comme d'un point de vue, comme un artiste en fait. Hein. Il jette un point de vue sur vous. Il vous voit magiquement, mieux que vous êtes. Mais putain, mais moi j'hésite pas un instant sur qui je choisis. Entre une nana qui me voit tel que je suis, objectivement, à froid, qui me dit m'aimer pour ça, et la nana
qui me voit avec ce regard incroyable, enchanteur, magnifiant en fait, elle me voit beau, elle me voit hyper intéressant, elle me voit drôle, peut-être plus drôle que je ne suis, plus beau que je ne suis. Mais putain, mais c'est elle que je choisis, c'est là que ça se passe, c'est extra, c'est excellent. Quand vous avez quelqu'un comme ça, mais accrochez-vous à cette personne, prenez-la. Si bien sûr elle vous plaît, si elle vous attire, ce qui est un critère important. Mais à attraction égale, que quelqu'un choisisse, oui non mais lui il me voit dans ma vérité objectivement. Ah bah putain de merde, la vache. Non mais putain, mais c'est magique quelqu'un comme ça qui à attraction égale, là vous avez la personne qui vous voit comme la personne la plus drôle du monde, qui voit comme la personne la plus belle du monde, qui voit comme la personne la plus intéressante du monde. Mais putain, mais même si c'est pas la vérité objective, mais c'est là qu'il faut aller, putain, c'est là que ça se passe. C'est elle qui est amoureuse dans l'histoire. C'est elle qui pense votre charme, qui est enchantée, qui vous aime, qui vous... Bah oui, elle n'est pas objective, bah bordel de... Non mais attends, c'est incroyable. Heureusement qu'elle n'est pas objective. Elle est amoureuse, en de Dieu. C'est peut-être un peu ça le principe, c'est tout ça, tout l'intérêt. Tout ce que vous avez de mieux avec quelqu'un d'objectif par rapport à vous, c'est éventuellement de l'estime. Oui, au regard de tes qualités, de tes défauts, tout cela... Voilà, aligné côte à côte, j'en viens à la conclusion que je t'estime, tu es digne d'estime, et je t'estime. Non mais attendez, mais qu'est-ce que ce truc? Ça commence comme ça, voilà, mais c'est hallucinant, ce degré de rationalité qui a même envahi les relations humaines, et même dans les domaines où elle est censée être le plus dans le ressenti, dans le sentiment, dans l'affectivité. C'est incroyable le degré d'exigence rationnelle dans ces domaines, où ce n'est absolument pas la question. C'est dingo, quoi. Alors, je confirme encore une fois, au niveau du relationnel, c'est très pratique. Effectivement, pour la relation, il est plus profitable d'avoir ce côté très à froid, machin, parce que là, effectivement, en gros, l'amour est complètement évacué de la question. Il ne s'agira pas d'une histoire d'amour, c'est pas de l'amour. Ça va être voilà, une collaboration voilà, cordiale, éventuellement avec de l'estime, avec une certaine affection, voilà, de deux personnes qui s'estiment mutuellement pour des qualités objectives et rationnelles. Ok, bravo, magnifique, hein, un très bon moment à vous. Mais enfin bon, si on se situe du côté de l'amour, comme beaucoup de gens le prétendent, hein, et apparemment manifestement à tort, enfin quand même, il va falloir un petit peu savoir apprécier le point de vue d'autrui et la subjectivité d'autrui. Et justement, apprécier cette part de « Ah là là, il est éventuellement dans l'erreur, ou en tout cas, il m'idéalise, ou il me voit d'une façon où seul lui me voit, mais c'est ça qui fait que c'est la personne à qui il faut faire confiance, qui manifestement est sincère, a des sentiments, même me voit comme personne d'autre me verra. C'est génial, c'est magnifiant, c'est cette personne-là qui est à fond. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce que c'est que cet argument de tu es amoureux d'une image, de quelqu'un qui n'existe pas, machin. Mais attends, ma pauvre fille, si je te voyais comme t'es vraiment, je peux te dire que je t'approcherais pas plus que pas mal t'approches, sans doute, quoi. Sinon, pour des raisons superficielles. Mais c'est juste sidérant, cette histoire-là, en fait. C'est sidérant de passer autant à côté du sujet, quoi. Mais on est complètement là-dedans. Dans cette partialité, dans cette subjectivité, dans ce point de vue, dans cette idéalisation. C'est tout le principe du truc. Alors si on ne l'accepte même pas sur ce terrain-là, et qu'on rejette des gens au nom de cela, non mais là on entre dans le dépassionné total et on est à côté du sujet. On peut vous dire en fait du coup que tout ça, ça a vraiment des ramifications importantes, et donc que c'est tentaculaire en fait, et que ça finit même par s'étendre au-delà du domaine intellectuel, ce qui est quand même préoccupant, parce que le domaine intellectuel c'est déjà un problème, mais enfin bon, ça envahit carrément les sentiments et les relations humaines, on n'est pas rendu, quoi. Voilà, donc c'était des réflexions autour de la notion de point de vue. Et voilà, moi le point de vue, je trouve que c'est important. Le point de vue m'intéresse, surtout quand il est bien argumenté. Et quand il provient d'une personne en plus intéressante, sensible, etc. Parce que plus la personne a des qualités, plus son point de vue a des chances d'être de qualité. Donc moi le point de vue de quelqu'un de qualité qui en plus sait argumenter son point de vue, mais je dis oui, oui et 1000 fois oui, et j'adore lire ça, et je lis essentiellement ça. Ce que je prends plaisir à lire chez les auteurs, c'est les points de vue. Quand je ne suis pas d'accord, parfois ça m'énerve, et voilà, et j'arrive même pas à apprécier, ça peut arriver. Mais généralement, même quand je ne suis pas d'accord, j'arrive à apprécier, ne serait-ce que le fait qu'il donne son point de vue, qu'il le dise bien. Et je prends plaisir quand même à lire quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Et quand en plus vous êtes d'accord, bon là ça peut prendre une autre dimension carrément délicieuse, parce que là vous avez quelqu'un avec qui il y a une rencontre sur un... Mais voilà, mais vive le point de vue, vive la subjectivité, vive la partialité. Voilà, et donc elle doit se refléter dans ce qu'on dit, dans ce qu'on écrit, dans nos DVD textes, dans nos bibliothèques, dans notre approche de la culture. Et voilà quoi, il y a des limites à l'objectivité. Bref, voilà, donc écoutez, c'était mes petites pensées sur la notion de point de vue, ce qui me venait à l'esprit. Donc écoutez, sur ce je vais m'arrêter là, j'ai rien à ajouter, donc je vais pas m'attarder plus longtemps. Je vais vous remercier d'avoir écouté ce podcast qui n'était que mon point de vue, et n'hésitez pas à donner votre point de vue en commentaire.
Et voilà, en espérant que ça vous a plu, intéressé, et en vous donnant rendez-vous une prochaine fois pour un prochain podcast. Voilà, salut les Happy Few!